de Montsoreau a aimé ma pauvre fille et s'est intéressé à elle. Monsieur de Montsoreau. Eh bien, demanda Bussy, voyons, quelle a été sa conduite dans tout ceci. Ah! Sa conduite fut loyale et digne, car Diane avait refusé sa main. Cependant ce fut lui qui le premier m'avertit des infâmes projets du duc. Ce fut lui qui m'indiqua le moyen de les faire échouer, il ne demandait qu'une chose pour sauver ma fille, et cela encore prouvait toute la noblesse et toute la droiture de son âme, il demandait, s'il parvenait à l'arracher des mains du duc, que je la lui donnasse en mariage, afin que, hélas, ma fille n'en sera pas moins perdue, lui, jeune, actif et entreprenant, put la défendre contre un puissant prince, ce que son pauvre père ne pouvait entreprendre. Je donnai mon consentement avec joie, mais, hélas, ce fut inutile, il arriva trop tard, et ne trouva ma pauvre Diane sauvée du déshonneur que par la mort. Et, depuis ce moment fatal, demanda Bussy, Monsieur de Montsoreau n'a-t-il donc pas donné de ses nouvelles? Il n'y a qu'un mois que ces événements se sont passés, dit le vieillard, et le pauvre gentilhomme n'aura pas osé reparaître devant moi, ayant échoué dans son généreux dessein. Bussy baissa la tête, tout lui était expliqué. Il comprenait maintenant comment Monsieur de Montsoreau avait réussi à enlever au prince la jeune fille qu'il aimait, et comment la crainte que le prince ne découvrît que cette jeune fille était devenue sa femme lui avait laissé accréditer, même près du pauvre père, le bruit de sa mort. Eh bien, monsieur, dit le vieillard, voyant que la rêverie penchait le front du jeune homme, et tenait fixés sur la terre ses yeux, que le récit qu'il venait d'achever avait fait étinceler plus d'une fois. Eh bien, monsieur le baron, répondit Bussy, je suis chargé par monseigneur le duc d'Anjou de vous amener à Paris, où son Altesse désire vous parler. Me parler, à moi, s'écria le baron, moi, me trouver en face de cet homme après la mort de ma fille. Et que peut-il avoir à me dire, le meurtrier? Qui sait? Se justifier peut-être. Et, se justifia-t-il, s'écria le vieillard, non, monsieur de Bussy, non, je n'irai point à Paris, ce serait d'ailleurs trop m'éloigner de l'endroit où repose ma chère enfant dans son froid linceul de roseau. Monsieur le baron, dit Bussy d'une voix ferme, permettez-moi d'insister près de vous, c'est mon devoir de vous conduire à Paris, et je suis venu exprès pour cela. Eh bien, j'irai donc à Paris, s'écria le vieillard, tremblant de colère, mais malheur à ceux qui m'auront perdu. Le roi m'entendra, et, s'il ne m'entend pas, je ferai appel à tous les gentilshommes de France. Aussi bien, murmura-t-il plus bas, j'oubliais dans ma douleur que j'ai entre les mains une arme dont jusqu'à présent je n'ai eu à faire aucun usage. Oui, monsieur de Bussy, je vous accompagnerai. Et moi, monsieur le baron, dit Bussy en lui prenant la main, je vous recommande la patience, le calme et la dignité qui conviennent à un seigneur chrétien. Dieu a pour les nobles cours des miséricordes infinies, et vous ne savez point ce qu'il vous réserve. Je vous prie aussi, en attendant le jour où ces miséricordes éclateront, de ne point me compter au nombre de vos ennemis, car vous ne savez point ce que je vais faire pour vous. À demain donc, monsieur le baron, s'il vous plaît, et, dès que le jour sera venu, nous nous mettrons en route. J'y consens, répondit le vieux seigneur, ému malgré lui par le doux accent avec lequel Bussy avait prononcé ces paroles, mais, en attendant, ami ou ennemi, vous êtes mon hôte, et je dois vous conduire à votre appartement. Et le baron prit sur la table un flambeau d'argent à 3 branches, et d'un pas pesant gravi,
suivi de Bussy d'Amboise, l'escalier d'honneur du château. Les chiens voulaient le suivre, il les arrêta d'un signe, 2 de ses serviteurs marchaient derrière Bussy avec d'autres flambeaux. En arrivant sur le seuil de la chambre qui lui était destinée, le comte demanda ce qu'était devenu Monsieur de Saint-Luc et sa femme. « Mon vieux Germain doit avoir pris soin d'eux, répondit le baron. Passez une bonne nuit monsieur le comte. Chapitre XIV. Comment Rémy le Haudouin s'était, en l'absence de Bussy, ménagé des intelligences dans la maison de la rue Saint-Antoine. Monsieur et Madame de Saint-Luc ne pouvaient revenir de leur surprise, Bussy au secret avec Monsieur de Méridor, Bussy se disposant à partir avec le vieillard pour Paris, Bussy, enfin, paraissant prendre tout à coup la direction de ces affaires qui lui paraissaient d'abord étrangères et inconnues, était pour les 2 jeunes gens un phénomène inexplicable. Quant au baron, le pouvoir magique de ce titre Altesse royale avait produit sur lui son effet ordinaire, un gentilhomme du temps de Henri III n'en était pas encore à sourire devant des qualifications et des armoiries. Altesse royale, cela signifiait pour Monsieur de Méridor comme pour tout autre, excepté le roi, force majeure, c'est-à-dire la foudre et la tempête. Le matin venu, le baron prit congé de ses hôtes, qu'il installa dans le château, mais Saint-Luc et sa femme, comprenant la difficulté de la situation, se promirent de quitter Méridor aussitôt que faire se pourrait, et de rentrer dans les terres de Brissac, qui en étaient voisines, aussitôt que l'on se serait assuré du consentement du timide maréchal. Quant à Bussy, pour justifier son étrange conduite, il n'eut besoin que d'une seconde. Bussy, maître du secret qu'il possédait et qu'il pouvait révéler à qui lui faisait plaisir, ressemblait à l'un de ces magiciens chers aux orientaux, qui, d'un premier coup de baguette, font tomber les larmes de tous les yeux, et qui, du second, dilatent toutes les prunelles et fendant toutes les bouches par un joyeux sourire. Cette seconde, que nous avons dit suffire à Bussy pour opérer de si grands changements, fut employée par lui à laisser tomber tout bas quelques syllabes dans l'oreille que lui tendait Evaidment, la charmante femme de Saint-Luc. Ces quelques syllabes prononcées, le visage de Jeanne s'épanouit, son front si pur se colora d'une délicieuse rougeur. On vit ses petites dents blanches et brillantes comme la nacre apparaître sous le corail de ses lèvres, et, comme son mari, stupéfait, la regardait pour l'interroger, elle mit un doigt sur sa bouche, et s'enfuit en bondissant et en envoyant un baiser de remerciement à Bussy. Le vieillard n'avait rien vu de cette pantomime expressive, l'œil fixé sur le manoir paternel, il caressait machinalement ses 2 chiens, qui ne pouvaient se décider à le quitter, il donna quelques ordres d'une voix émue à ses serviteurs, courbés sous son adieu et sous sa parole. Puis, montant à grande peine, et grâce à l'aide de son écuyer, un vieux cheval pie qu'il affectionnait, et qui avait été son cheval de bataille dans les dernières guerres civiles, il salua d'un geste le château de Méridor et partit sans prononcer un seul mot. Bussy, l'œil brillant, répondait au sourire de Jeanne et se retournait fréquemment pour dire adieu à ses amis. En le quittant, Jeanne lui avait dit tout bas, « Quel homme étrange faites-vous, Seigneur comte. Je vous avais promis que le bonheur vous attendait à Méridor, et c'est vous au contraire qui apportez à Méridor le bonheur qui s'en était envolé. De Méridor à Paris il y a loin, loin surtout pour un vieux baron criblé de coups d'épée et de mousquets reçus dans ces rudes guerres où les blessures étaient en proportion des guerriers. Longue route aussi faisait cette distance pour ce digne cheval pie que l'on appelait Jarnac, et qui, à ce nom, relevant sa tête enfoncée sous sa crinière, roulait un œil encore fier sous sa paupière fatiguée.
Une fois en route, Bussy se mit à l'étude. Cette étude était de captiver par ses soins et ses attentions de fils le cœur du vieillard dont il s'était d'abord attiré la haine, et sans doute il y réussit, car, le 6e jour au matin, en arrivant à Paris, Monsieur de Méridor dit à son compagnon de voyage ces paroles, qui peignaient tout le changement que le voyage avait amené dans son esprit. C'est singulier, comte, me voici plus près que jamais de mon malheur, et cependant je suis moins inquiet à l'arrivée que je ne l'étais au départ. Encore 2 heures, Seigneur Augustin, dit Bussy, et vous m'aurez jugé comme je veux être jugé par vous. Les voyageurs entrèrent à Paris par le faubourg Saint-Marcel, éternelle entrée dont la préférence se conçoit à cette époque, parce que cet horrible quartier, un des plus laids de Paris, semblait le plus parisien de tous, grâce à ses nombreuses églises, à ses milliers de maisons pittoresques et à ses petits ponts sur des cloaques. Où allons-nous, dit le baron, au Louvre, sans doute. Monsieur, dit Bussy, je dois d'abord vous mener à mon hôtel, pour que vous vous rafraîchissiez quelques minutes, et que vous soyez ensuite en état de voir comme il convient la personne chez laquelle je vous conduis. Le baron se laissa faire patiemment. Bussy le conduisit droit à son hôtel de la rue de Grenelle-Saint-Honoré. Les gens du comte ne l'attendaient pas ou plutôt ne l'attendaient plus, rentré la nuit par une petite porte dont lui seul avait la clé, il avait sellé lui-même son cheval, et était parti sans avoir été vu d'aucun autre que de Rémy le Haudouin. On comprend donc que sa disparition instantanée, les dangers qu'il avait courus la semaine précédente, et qui s'était trahi par sa blessure, ses habitudes aventureuses enfin qu'aucune leçon ne corrigeait, avaient porté beaucoup de gens à croire qu'il avait donné dans quelques pièges tendus sur son chemin par ses ennemis, que la fortune, si longtemps favorable à son courage, avait un jour enfin été contraire à sa témérité, et que Bussy, muet et invisible, était bien mort par quelque dagout. Quelque arquebusade. De sorte que les meilleurs amis et les plus fidèles serviteurs de Bussy faisaient déjà des neuvaines pour son retour à la lumière, retour qui leur paraissait non moins hasardeux que celui de Piritoües, tandis que les autres, plus positifs, ne comptant plus que sur son cadavre, faisaient, pour le retrouver, les recherches les plus minutieuses dans les égouts, dans les caves suspectes, dans les carrières de la banlieue, dans le lit de la Bièvre ou dans les fossés de la Bastille. Une seule personne répondait quand on lui demandait des nouvelles de Bussy, « Monsieur le comte se porte bien ». Mais, si l'on voulait pousser plus loin l'interrogatoire, comme elle n'en savait pas davantage, les renseignements qu'elle pouvait donner s'arrêtaient là. Cette personne, qui essuyait, grâce à cette réponse rassurante, mais peu détaillée, force rebuffa des mauvais compliments, était maître Rémy le Haudouin, qui, du soir au matin, trottait menu, perdant son temps à des contemplations étranges, disparaissant de temps en temps de l'hôtel, soit le jour, soit la nuit, rentrant alors avec des appétits insolites, et ramenant par sa gaieté, chaque fois qu'il rentrait, un peu de joie au cœur de cette maison. Le Haudouin, après une de ces absences mystérieuses, rentrait justement à l'hôtel au moment où la cour d'honneur retentissait des cris d'allégresse, où les valets empressés se jetaient sur la bride du cheval de Bussy et se disputaient à qui serait son écuyer, car le comte, au lieu de mettre pied à terre, demeurait à cheval. Voyons, disait Bussy, vous êtes satisfait de me voir vivant, merci. Vous me demandez si c'est bien moi, regardez, touchez, mais faites bien vite. Bien, maintenant aidez ce digne gentilhomme à descendre de cheval, et faites attention que je le considère avec plus de respect que je ne ferais d'un prince.
Bussy avait raison de rehausser ainsi le vieillard, à qui l'on avait à peine fait attention d'abord, et qu'à ses habits modestes, à ses habits peu soucieux de la mode, et à son cheval pie, fort vite apprécié de gens qui chaque jour manœuvraient les chevaux de Bussy, on avait été tenté de prendre pour un écuyer mis en retraite dans quelque province, et que l'aventureux gentilhomme ramenait de cet exil comme d'un autre monde. Mais, ces paroles prononcées, ce fut aussitôt à qui s'empresserait près du baron. Le Haudouin regardait la scène en riant sous cape, selon son habitude, et il fallut toute la gravité de Bussy pour forcer ce rire à disparaître du joyeux visage du jeune docteur. « Vite une chambre à monseigneur » cria Bussy. « Laquelle » demandèrent aussitôt 5 ou 6 voix empressées. « La meilleure, la mienne. » Et à son tour il offrit son bras au vieillard pour gravir l'escalier, essayant de le recevoir avec plus d'honneur encore qu'il n'en avait été reçu. Monsieur de Méridor se laissait aller à cette entraînante courtoisie sans volonté, comme on se laisse aller à la pente de certains rêves qui vous conduisent à ces pays fantastiques, royaumes de l'imagination et de la nuit. On apporta au baron le gobelet doré du comte, et Bussy voulut lui verser lui-même le vin de l'hospitalité. « Merci, merci, monsieur, disait le vieillard, mais irons-nous bientôt où nous devons aller ? Oui, seigneur Augustin, bientôt, soyez tranquille, et ce ne sera pas seulement un bonheur pour vous, mais pour moi. Que dites-vous, et d'où vient que vous me parlez presque toujours une langue que je ne comprends pas ? Je dis, seigneur Augustin, que je vous ai parlé d'une providence miséricordieuse au grand cœur, et que nous approchons du moment où je vais, en votre nom, faire appel à cette providence. Le baron regarda Bussy d'un air étonné, mais Bussy, en lui faisant de la main un signe respectueux, et qui voulait dire « Je reviens dans un instant », sortit le sourire sur les lèvres. Comme il s'y attendait, le Haudouin était en sentinelle à la porte, il prit le jeune homme par le bras, et l'emmena dans un cabinet. « Eh bien, cher Hippocrate, demanda-t-il, où en sommes-nous ? » « Où cela ? » Parbleu !« Rue Saint-Antoine. » « Monseigneur, nous en sommes à un point fort intéressant pour vous, je présume. » « À ceci, rien de nouveau. » Bussy respira. « Le mari n'est donc pas revenu, dit-il. » « Si fait, mais sans aucun succès. Il y a dans tout cela un père qui doit, à ce qu'il paraît, faire le dénouement, un Dieu qui, un matin ou l'autre, descendra dans une machine, de sorte qu'on attend ce père absent, ce Dieu inconnu. » Bon, dit Bussy, mais comment sais-tu tout cela ? Comprenez bien, monseigneur, dit le Haudouin avec sa bonne et franche gaieté, que votre absence faisait momentanément de ma position près de vous une sinécure, j'ai voulu utiliser à votre avantage les moments que vous me laissiez. Voyons, qu'as-tu fait ? Raconte, mon cher Rémi, j'écoute. Voici, vous partis, j'ai apporté de l'argent, des livres et une épée dans une petite chambre que j'avais louée et qui appartenait à la maison faisant l'angle de la rue Saint-Antoine et de la rue Sainte-Catherine. Bien. De là je pouvais voir, depuis ses soupiraux jusqu'à ses cheminées, la maison que vous connaissez. Fort bien. À peine en possession de ma chambre, je me suis installé à une fenêtre. Excellent. Oui, mais il y avait néanmoins un inconvénient à cette excellence-là. Lequel ? C'est que, si je voyais, j'étais vu, et qu'on pouvait, à tout prendre,
concevoir quelque ombrage d'un homme regardant sans cesse une même perspective, obstination qui mue, au bout de 2 ou 3 jours, fait passer pour un larron, un amant, un espion ou un fou, puissamment raisonné, mon cher Le Haudouin. Mais alors qu'as-tu fait? Oh! Alors, monsieur le comte, j'ai vu qu'il fallait recourir aux grands moyens, et ma foi, eh bien. Ma foi, je suis devenu amoureux. Fit Bussy, qui ne comprenait pas en quoi l'amour de Rémy pouvait le servir. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, répéta gravement le jeune docteur, amoureux, très amoureux, amoureux fou. De qui? De Gertrude. De Gertrude, la suivante de Madame de Montsoreau. Et? Oui, mon Dieu. De Gertrude, la suivante de Madame de Montsoreau. Que voulez-vous, monseigneur? Je ne suis pas un gentilhomme, moi, pour devenir amoureux des maîtresses, je suis un pauvre petit médecin, sans autre pratique qu'un client qui, je l'espère, ne me donnera plus que de loin en loin de la besogne, et il faut bien que je fasse mes expériences in anima vili, comme nous disons en Sorbonne. Pauvre Rémy, dit Bussy, crois bien que j'apprécie ton dévouement, va. Et? Monseigneur, répondit le Haudouin, je ne suis pas si forte à plaindre, après tout, Gertrude est un beau brin de fille qui a 2 pouces de plus que moi et qui me lèverait à bras tendus en me tenant par le collet de mon habit, ce qui tient chez elle à un grand développement des muscles du biceps et du deltoïde. Cela me donne pour elle une vénération qui la flatte, et, comme je lui cède toujours, nous ne nous disputons jamais, puis elle a un talent précieux. Lequel, mon pauvre Rémy? Elle raconte merveilleusement. Ah! Vraiment? Oui, de sorte que par elle je sais tout ce qui se passe chez sa maîtresse. Hein? Que dites-vous? J'ai pensé que cela ne vous serait pas désagréable d'avoir des intelligences dans la maison. Le Haudouin, tu es un bon génie que le hasard ou plutôt la providence a mis sur ma route, alors, tu en es avec Gertrude dans des termes, puella me diligis, répondit le Haudouin en se balançant avec une fatuité affectée. Et tu es reçu dans la maison? Hier soir, j'y ai fait mon entrée, à minuit, sur la pointe du pied, par la fameuse porte à guichet que vous savez. Et comment es-tu arrivé à ce bonheur? Mais assez naturellement, je dois le dire. Eh bien, dit. Le surlendemain de votre départ, le lendemain du jour de mon installation dans la petite chambre, j'ai attendu à la porte que la dame de mes futures pensées sortît pour aller aux provisions, soin dont elle se préoccupe, je dois l'avouer, tous les jours de 8h à 9h du matin. À 8h10 je l'ai vue paraître, aussitôt je suis descendu de mon observatoire, et j'ai été me placer sur sa route. Et elle t'a reconnu. Si bien reconnu, qu'elle a poussé un grand cri et s'est sauvée. Alors, j'ai couru après elle, et l'ai rattrapée à grande peine, car elle court très fort, mais, vous comprenez, les jupes, cela gêne toujours un peu. Jésus? A-t-elle dit? Sainte Vierge? Ai-je crié? La chose lui a donné bonne idée de moi, un autre, moins pieux que moi, se fut écrié, morbleu. Ou, Corboeuf? Le médecin? A-t-elle dit? La charmante ménagère? Ai-je répondu? Elle a souri, mais se reprenant aussitôt, vous vous trompez, monsieur, a-t-elle dit, je ne vous connais point. Mais moi je vous connais, lui ai-je dit,
car, depuis 3 jours, je ne vis pas, je n'existe pas, je vous adore, à ce point que je ne demeure plus rue Beautreillis, mais rue Saint-Antoine, au coin de la rue Sainte-Catherine, et que je n'ai changé de logement que pour vous voir entrer et sortir. Si vous avez encore besoin de moi pour penser de beaux gentilshommes, ce n'est donc plus à mon ancien logement qu'il faut venir me chercher, mais à mon nouveau. Silence. A-t-elle dit. Ah. Vous voyez bien. Ai-je répondu. Et voilà comment notre connaissance s'est faite ou plutôt renouée. De sorte qu'à cette heure tu es aussi heureux qu'un amant peut l'être, avec Gertrude, bien entendu, tout est relatif, mais je suis plus qu'heureux, je suis au comble de la félicité, puisque j'en suis arrivé où j'en voulais venir dans votre intérêt. Mais elle se doutera peut-être, de rien, je ne lui ai pas même parlé de vous. Est-ce que le pauvre Rémy Le Haudouin connaît de nobles gentilshommes comme le seigneur de Bussy? Non, je lui ai seulement demandé d'une façon indifférente, et votre jeune maître va-t-il mieux? Quel jeune maître? Ce cavalier que j'ai soigné chez vous. Ce n'est pas mon jeune maître, a-t-elle répondu. Ah! C'est que, comme il était couché dans le lit de votre maîtresse, moi, j'ai cru, ai-je repris. Oh! Mon Dieu, non, pauvre jeune homme. A-t-elle répondu avec un soupir, il ne nous était rien, nous ne l'avons même revu qu'une fois depuis. Alors, vous ne savez même pas son nom. Ai-je demandé. Oh! Si fait. Vous auriez pu l'avoir su et l'avoir oublié. Ce n'est pas un nom qu'on oublie. Comment s'appelle-t-il donc? Avez-vous entendu parler parfois du seigneur de Bussy? Parbleu! Ai-je répondu, Bussy, le brave Bussy. Eh bien, c'est cela même. Alors, la dame? Ma maîtresse est mariée, monsieur. On est marié, on est fidèle, et cependant on pense parfois à un beau jeune homme qu'on a vu, ne fût-ce qu'un instant, surtout quand ce beau jeune homme était blessé, intéressant et couché dans notre lit. Aussi, a répondu Gertrude, pour être franche, je ne dis point que ma maîtresse ne pense pas à lui. Une vive rougeur monta au front de Bussy. Nous en parlons même, a ajouté Gertrude, toutes les fois que nous sommes seuls. Excellente fille, s'écria le comte. Et qu'en dites-vous? Ai-je demandé. Je raconte ses prouesses, ce qui n'est pas difficile, attendu qu'il n'ait bruit dans Paris que des coups d'épée qu'il donne et qu'il reçoit. Je lui ai même appris, à ma maîtresse toujours, une petite chanson fort à la mode. Ah! Je la connais, ai-je répondu, n'est-ce pas, un beau chercheur de noises, c'est le seigneur d'Amboise, tendre et fidèle aussi, c'est monseigneur Bussy. Justement, s'est écriée Gertrude. De sorte que ma maîtresse ne chante plus que cela. Bussy serra la main du jeune docteur, un indicable frisson de bonheur venait de passer dans ses veines. C'est tout, dit-il, tant l'homme est insatiable dans ses désirs. Voilà, monseigneur. Oh! J'en saurai davantage plus tard, mais, que diable! On ne peut pas tout savoir en un jour, ou plutôt dans une nuit. Chapitre XXV. Le père et la fille. Le rapport de Rémy faisait Bussy bien heureux, en effet, il lui apprenait 2 choses, d'abord que M. de Montsoreau était toujours autant haï, et que lui, Bussy, était déjà plus aimé. Et puis, cette bonne amitié du jeune homme pour lui réjouissait le cœur.
Il y a dans tous les sentiments qui viennent du ciel un épanouissement de tout notre être qui semble doubler nos facultés. On se sent heureux, parce qu'on se sent bon. Bussy comprit donc qu'il n'y avait plus de temps à perdre maintenant, et que chaque frisson de douleur qui serrait le cœur du vieillard était presque un sacrilège. Il y a un tel renversement des lois de la nature dans un père qui pleure la mort de sa fille, que celui qui peut consoler ce père d'un mot mérite les malédictions de tous les pères en ne le consolant pas. En descendant dans la cour, Monsieur de Méridor trouva un cheval frais que Bussy avait fait préparer pour lui. Un autre cheval attendait Bussy, tous deux se mirent en selle et partirent, accompagnés de Rémy. Ils arrivèrent dans la rue Saint-Antoine, non sans un grand étonnement de Monsieur de Méridor, qui depuis 20 ans n'était point venu à Paris, et qui, au bruit des chevaux, au cri des laquais, au passage plus fréquent des coches, trouvait Paris fort changé depuis le règne du roi Henri II. Mais, malgré cet étonnement, qui touchait presque à l'admiration, le baron n'en conservait pas moins une tristesse qui s'augmentait à mesure qu'il approchait du but ignoré de son voyage. Quelle réception allait lui faire le duc, et qu'allait-il ressortir de nouvelles douleurs de cette entrevue? Puis, de temps en temps, en regardant avec étonnement Bussy, il se demandait par quel étrange abandon il en était venu à suivre presque aveuglément ce gentilhomme d'un prince auquel il devait tous ses malheurs. N'eût-il pas bien plutôt été de sa dignité de braver le duc d'Anjou, et, au lieu d'accompagner ainsi Bussy où il lui plairait de le conduire, d'aller droit au Louvre se jeter aux genoux du roi? Que pouvait lui dire le prince? En quoi pouvait-il le consoler? N'était-il point de ceux-là qui appliquent des paroles dorées comme un baume momentané sur les blessures qui l'ont faites, mais on n'est pas plutôt hors de leur présence que la blessure saigne plus vive et plus douloureuse qu'auparavant? On arriva ainsi à la rue Saint-Paul. Bussy, comme un capitaine habile, s'était fait précéder par Rémy, lequel avait ordre d'éclairer le chemin et de préparer les voies d'introduction dans la place. Ce dernier s'adressa à Gertrude, et revint dire à son patron que nul feutre, nulle rapière, n'embarrassait l'allée, l'escalier ou le corridor qui conduisait à la chambre de Madame de Montsoreau. Toutes ces consultations, on le comprend bien, se faisaient à voix basse entre Bussy et le Haudouin. Pendant ce temps, le baron regardait avec étonnement autour de lui. Et quoi? Se demanda-t-il, c'est là que loge le duc d'Anjou. Et un sentiment de défiance commença de lui être inspiré par l'humble apparence de la maison. Pas précisément, monsieur, répondit en souriant Bussy, mais, si ce n'est point sa demeure, c'est celle d'une dame qu'il a aimée. Un nuage passa sur le front du vieux gentilhomme. Monsieur, dit-il en arrêtant son cheval, nous autres gens de province, nous ne sommes point faits à ces façons, les mœurs faciles de Paris nous épouvantant, et si bien, que nous ne savons pas vivre en présence de vos mystères. Il me semble que si monsieur le duc d'Anjou tient à voir le baron de Méridor, ce doit être en son palais à lui, et non dans la maison d'une de ses maîtresses. Et puis, ajouta le vieillard avec un profond soupir, pourquoi, vous qui paraissez un honnête homme, me menez-vous en face d'une de ces femmes? Est-ce pour me faire comprendre que ma pauvre Diane vivrait encore si, comme la maîtresse de ce logis, elle eût préféré la honte à la mort? Allons, allons, monsieur le baron, dit Bussy avec son sourire loyal qui avait été son plus grand moyen de conviction envers le vieillard, ne faites point d'avance de fausses conjectures. Sur ma foi de gentilhomme, il ne s'agit point ici de ce que vous pensez. La dame que vous allez voir est parfaitement vertueuse et digne de tous les respects.
Mais qui donc est-elle? C'est la femme d'un gentilhomme de votre connaissance. En vérité? Mais alors, monsieur, pourquoi dites-vous que le prince l'a aimée? Parce que je dis toujours la vérité, monsieur le baron. Entrez, et vous en jugerez vous-même en voyant s'accomplir ce que je vous ai promis. Prenez garde, je pleurais mon enfant chéri, et vous m'avez dit, consolez-vous, monsieur, les miséricordes de Dieu sont grandes. Me promettre une consolation à mes peines, c'était presque me promettre un miracle. Entrez, monsieur, répéta Bussy avec ce même sourire qui séduisait toujours le vieux gentilhomme. Le baron mit pied à terre. Gertrude était accourue tout étonnée sur le seuil de la porte, et regardait d'un œil effaré le Haudouin, Bussy et le vieillard, ne pouvant deviner par quelle combinaison de la Providence ces trois hommes se trouvaient réunis. Allez prévenir madame de Montsoreau, dit le comte, que monsieur de Bussy est de retour, et désire à l'instant même lui parler. Mais, sur votre âme, ajouta Théil tout bas, ne lui dites pas un mot de la personne qui m'accompagne. Madame de Montsoreau, dit le vieillard avec stupeur, madame de Montsoreau. Passez, monsieur le baron, dit Bussy en poussant le seigneur Augustin dans l'allée. On entendit alors, tandis que le vieillard montait l'escalier d'un pas chancelant, on entendit, disons-nous, la voix de Diane qui répondait avec un tremblement singulier, monsieur de Bussy. Dites-vous, Gertrude. Monsieur de Bussy. Eh bien, qu'il entre. Cette voix, s'écria le baron en s'arrêtant soudain au milieu de l'escalier, cette voix. Oh! Mon Dieu! Mon Dieu! Montez donc, monsieur le baron, dit Bussy. Mais, au même instant, et comme le baron, tout tremblant, se retenait à la rampe en regardant autour de lui, au haut de l'escalier, en pleine lumière, sous un rayon de soleil doré, resplendit tout à coup Diane, plus belle que jamais, souriante, quoiqu'elle ne s'attendît point à revoir son père. À cette vue, qu'il prit pour quelque vision magique, le vieillard poussa un cri terrible, et, les bras étendus, l'œil hagard, il offrit une si parfaite image de la terreur et du délire, que Diane, prête à se jeter à son cou, s'arrêta de son côté, épouvantée et stupéfaite. Le baron, en étendant sa main, trouva à sa portée l'épaule de Bussy et s'y appuya. Diane vivante, murmura le baron de Méridor, Diane. Ma Diane que l'on m'avait dite morte, ô mon Dieu. Et ce robuste guerrier, vigoureux acteur des guerres étrangères et des guerres civiles qu'il avait constamment épargnées, ce vieux chêne que le coup de foudre de la mort de Diane avait laissé debout, cet athlète qui avait si puissamment lutté contre la douleur, écrasé, brisé, anéanti par la joie, recula, les genoux fléchissants, et, sans Bussy, fut tombé, précipité du haut de l'escalier à l'aspect de cette image chérie qui tourbillonnait devant ses yeux, divisée en atomes confus. Mon Dieu! Monsieur de Bussy, s'écria Diane en descendant précipitamment les quelques marches de l'escalier qui la séparaient du vieillard, qu'a donc mon père? Et la jeune femme, épouvantée de cette pâleur subite et de l'effet étrange produit par une entrevue qu'elle devait croire annoncée, interrogeait plus encore des yeux que de la voix. Monsieur le baron de Méridor vous croyait morte, et il vous pleurait, madame, ainsi qu'un père comme lui doit pleurer une fille comme vous. Comment, s'écria Diane, et personne ne l'avait détrompé. Personne? Oh! Non, non, personne, s'écria le vieillard, sortant de son anéantissement passager, personne.
pas même monsieur de Bussy. Ingrat, dit le gentilhomme avec le ton d'un doux reproche. Oh! Oui, répondit le vieillard, oui, vous avez raison, car voilà un instant qui me paye de toutes mes douleurs. Oh ma Diane chérie, continua-t-il en ramenant d'une main la tête de sa fille contre ses lèvres et en tendant l'autre à Bussy. Puis, tout à coup, redressant la tête comme si un souvenir douloureux ou une crainte nouvelle se fût glissé jusqu'à son cœur malgré l'armure de joie, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui venait de l'envelopper, mais que me disiez-vous donc, seigneur de Bussy, que j'allais voir madame de Montsoreau? Où est-elle? Hélas! Mon père, murmura Diane. Bussy rassembla toutes ses forces. Vous l'avez devant vous, dit-il, et le comte de Montsoreau est votre gendre. Et quoi? Balbutia le vieillard, monsieur de Montsoreau, mon gendre. Et tout ce monde, toi, Diane, lui-même, tout le monde me l'a laissé ignorer. Je tremblais de vous écrire, mon père, de peur que la lettre ne tombât aux mains du prince. D'ailleurs, je croyais que vous saviez tout. Mais dans quel but, demanda le vieillard, pourquoi tous ces étranges mystères? Oh! Oui, mon père, songe-y, s'écria Diane, pourquoi monsieur de Montsoreau vous a-t-il laissé croire que j'étais morte? Pourquoi vous a-t-il laissé ignorer qu'il était mon mari? Le baron, tremblant comme s'il eût craint de porter sa vue jusqu'au fond de ces ténèbres, interrogeait timidement du regard les yeux étincelants de sa fille et l'intelligente mélancolie de Bussy. Pendant tout ce temps, on n'avait pas à pas gagné le salon. Monsieur de Montsoreau, mon gendre, balbutiait toujours le baron de Méridor anéanti. Cela ne peut vous étonner, répondit Diane avec le ton d'un doux reproche, ne m'avez-vous pas ordonné de l'épouser, mon père? Oui, s'il te sauvait. Eh bien, il m'a sauvé, dit sourdement Diane en tombant sur un siège placé près de son prie-dieu. Il m'a sauvé, pas du malheur, mais de la honte du moins. Alors, pourquoi m'a-t-il laissé croire à ta mort, moi qui pleurais si amèrement? Répéta le vieillard. Pourquoi me laissait-il mourir de désespoir, quand un seul mot, un seul, pouvait me rendre la vie? Oh! Il y a encore quelques pièges là-dessous, s'écria Diane. Mon père, vous ne me quitterez plus, monsieur de Bussy, vous nous protégerez, n'est-ce pas? Hélas! Madame, dit le jeune homme en s'inclinant, il ne m'appartient plus de pénétrer dans les secrets de votre famille. J'ai dû, voyant les étranges manœuvres de votre mari, vous trouver un défenseur que vous puissiez avouer. Ce défenseur, j'ai été le chercher à Méridor. Vous êtes auprès de votre père, je me retire. Il a raison, dit tristement le vieillard, monsieur de Montsoreau a craint la colère du duc d'Anjou, et monsieur de Bussy la craint à son tour. Diane lança un de ses regards au jeune homme, et ce regard signifiait, vous qu'on appelle le brave Bussy, avez-vous peur de monsieur le duc d'Anjou, comme pourrait en avoir peur monsieur de Montsoreau? Bussy comprit le regard de Diane et sourit. Monsieur le baron, dit-il, pardonnez-moi, je vous prie, la demande singulière que je vais vous prier de faire, et vous, madame, au nom de l'intention que j'ai de vous rendre service, excusez-moi. Tous deux attendaient en se regardant. Monsieur le baron, reprit Bussy, demandez, je vous prie, à madame de Montsoreau. Et il appuya sur ces derniers mots, qui firent pâlir la jeune femme.
Bussy vit la peine qu'il avait faite à Diane et reprit, « Demandez à votre fille si elle est heureuse du mariage que vous avez commandé et auquel elle a consenti. » Diane joignit les mains et poussa un sanglot. Ce fut la seule réponse qu'elle put faire à Bussy. Il est vrai qu'aucune autre n'eût été aussi positive. Les yeux du vieux baron se remplirent de larmes, car il commençait à voir que son amitié, peut-être trop précipitée, pour Monsieur de Montsoreau allait se trouver être pour beaucoup dans le malheur de sa fille. Maintenant, dit Bussy, il est donc vrai, monsieur, que, sans y être forcé par aucune ruse ou par aucune violence, vous avez donné la main de votre fille à Monsieur de Montsoreau. Oui, s'il la sauvait. Et il l'a sauvée effectivement. Alors je n'ai pas besoin de vous demander, monsieur, si votre intention est de laisser votre parole engagée. C'est une loi pour tous et surtout pour les gentilshommes, et vous devez savoir cela mieux que tout autre, monsieur, de tenir ce qu'on a promis. Monsieur de Montsoreau a, de son propre aveu, sauvé la vie à ma fille est donc bien à Monsieur de Montsoreau. Ah! Murmura la jeune femme, que ne suis-je morte? Madame, dit Bussy, vous voyez bien que j'avais raison de vous dire que je n'avais plus rien à faire ici. Monsieur le baron vous donne à Monsieur de Montsoreau, et vous lui avez promis vous-même, au cas où vous reverriez votre père sain et sauf, de vous donner à lui. Ah! Ne me déchirez pas le cœur, Monsieur de Bussy, s'écria Madame de Montsoreau en s'approchant du jeune homme, mon père ne sait pas que j'ai peur de cet homme, mon père ne sait pas que je le hais, mon père s'obstine à voir en lui mon sauveur, et moi, que mes instincts s'éclairent, je m'obstine à dire que cet homme est mon bourreau. Diane? Diane, s'écria le baron, il t'a sauvé. Oui, s'écria Bussy, entraîné hors des limites où sa prudence et sa délicatesse l'avaient retenu jusque-là, oui, mais, si le danger était moins grand que vous ne le croyez, si le danger était factice, si, que sais-je? Moi? Écoutez, baron, il y a là-dessous quelque mystère qu'il me reste à éclaircir et que j'éclaircirai. Mais ce que je vous proteste, moi, c'est que si j'eusse eu le bonheur de me trouver à la place de Monsieur de Montsoreau, moi aussi j'eusse sauvé du déshonneur votre fille, innocente et belle, et, sur Dieu qui m'entend, je ne lui eusse pas fait payer ce service. Il l'aimait, dit Monsieur de Méridor, qui sentait lui-même tout ce qu'avait d'odieux la conduite de Monsieur de Montsoreau, et il faut bien pardonner à l'amour. Et moi, donc, s'écria Bussy, est-ce que... Mais, effrayé de cet éclat qui allait malgré lui s'échapper de son cœur, Bussy s'arrêta, et ce fut l'éclair qui jaillit de ses yeux qui acheva la phrase interrompue sur ses lèvres. Diane ne la comprit pas moins et mieux encore peut-être que si elle eût été complète. Eh bien, dit-elle en rougissant, vous m'avez comprise, n'est-ce pas? Eh bien, mon ami, mon frère, vous avez réclamé ces 2 titres, et je vous les donne, eh bien, mon ami, eh bien, mon frère, pouvez-vous quelque chose pour moi? Mais le duc d'Anjou. Le duc d'Anjou, murmura le vieillard, qui voyait toujours la foudre qui le menaçait gronder dans la colère de l'Altesse royale. Je ne suis pas de ceux qui craignent les colères des princes, Seigneur Augustin, répondit le jeune homme, et je me trompe fort, ou nous n'avons point cette colère à redouter, si vous le voulez, Monsieur de Méridor, je vous ferai, moi, tellement ami du prince, que c'est lui qui vous protégera contre Monsieur de Montsoreau, de qui vous vient, croyez-moi, le véritable danger, danger inconnu, mais certain, invisible, mais peut-être inévitable.
Mais, si le duc apprend que Diane est vivante, tout est perdu, dit le vieillard. Allons, dit Bussy, je vois bien que, quoi que j'aie pu vous dire, vous croyez monsieur de Montsoreau avant moi et plus que moi. N'en parlons plus, repoussez mon offre, monsieur le baron, repoussez le secours tout-puissant que j'appelais à votre aide, jetez-vous dans les bras de l'homme qui a si bien justifié votre confiance, je vous l'ai dit, j'ai accompli ma tâche, je n'ai plus rien à faire ici. Adieu, Seigneur Augustin, adieu madame, vous ne me verrez plus, je me retire, adieu. Oh, s'écria Diane en saisissant la main du jeune homme, m'avez-vous vu faiblir un instant, moi? M'avez-vous vu revenir à lui? Non. Je vous le demande à genoux, ne m'abandonnez pas, monsieur de Bussy, ne m'abandonnez pas. Bussy serra les belles mains suppliantes de Diane, et toute sa colère tomba comme tombe cette neige que fond à la crête des montagnes le chaud sourire du soleil de mai. Puisqu'il en est ainsi, dit Bussy, à la bonne heure, madame, oui, j'accepte la mission sainte que vous me confiez, et, avant 3 jours, car il me faut le temps de rejoindre le prince, qui est, dit-on, en pèlerinage à Chartres avec le roi, avant 3 jours vous verrez du nouveau, ou j'y perdrai mon nom de Bussy. Et, s'approchant d'elle avec une ivresse qui embrasait à la fois son souffle et son regard, nous sommes alliés contre le Montsoreau, lui dit-il tout bas, rappelez-vous que ce n'est pas lui qui vous a ramené votre père, et ne me soyez point perfide. Et, serrant une dernière fois la main du baron, il s'élança hors de l'appartement. Fin de la première partie. End of Project Gutenberg S. La Dame de Montsoreau v.1, by Alexandre Dumas. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book La Dame de Montsoreau tome 1. Astérisque 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 Updated editions will replace the previous ones. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work,
or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work.
The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form.
However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commercial collection.
despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production,
Promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort,
much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allow some for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books.